Alors, voici sur cette planche, j'y arrive, les différentes stratégies, comment vacciner contre le SARS-CoV-2, grand type de stratégie vaccinale. Je commence par le virus entier. On peut prendre tout le virus, l'atténuer, c'est-à-dire le rendre inoffensif ou l'inactiver. Ça, c'est une ancienne stratégie qui est connue. Aussi, on peut prendre des sous-unités de protéines du virus. On appelle ça les sous-unités protéiques. Sous-unités protéiques, offrant des particules de virus-like, donc des coquilles vides, et on monte sur des particules des protéines virales. La nouveauté actuellement pour cette vaccination anti-SARS-CoV-2, ce sont les vaccins acides nucléiques qui sont nouveaux, chez l'homme du moins, les vaccins ARN et ADN. Et vous avez une quatrième stratégie, ce qu'on appelle les vaccins vectorisés. Et là, vous avez soit on utilise un vecteur réplicatif, non réplicatif ou virus inactivé, mais ça reste un véhicule où on va véhiculer du matériel génétique qui code pour une protéine virale du SARS-CoV-2. Alors, parmi les 56 vaccins en phase d'essai clinique, l'approche vaccinale la plus utilisée est le vaccin sous unité protéique. Regardez, protéine subunite, la plupart des tendances sont parties vers celle-là, parce que c'est la plus ancienne, la plus maîtrisée, 30%. Vous avez ceux qui utilisent les vecteurs, c'est 16%. Ceux qui utilisent l'acide nucléique DNA, c'est 13%. L'inactivé virus, c'est 13%. Ceux qui ont utilisé la technologie ARN, 13%. Donc, cette planche, elle vous résume un peu quelles sont les différentes tendances. Donc, la plupart, disons le tiers, sont partis pour produire des vaccins aux sous-unités protéiques. Que 13% l'ARN, que 13% pour l'ADN, que 13% dans les vaccins entiers. Alors, je vais survoler rapidement les inconvénients et les avantages de chaque stratégie. Je commence par les vaccins virus inactivés. Les vaccins inactivés, donc on inactive. Donc, on met en culture le virus et on inactive par des produits chimiques, pour essayer de faire perdre la capacité de multiplication de ce virus, mais tout en conservant l'immunogénicité. Donc, c'est une production, l'avantage, elle est facile. On garde, la conformation des épitopes, parce qu'on ne perd pas l'épitope conformationnel. Le virus est entier, est présenté au système immunitaire. Donc, on a toutes les protéines. Ils induisent de fortes réponses immunitaires, humorales et cellulaires, mais il faut utiliser des adjuvants pour booster le système immunitaire. L'inconvénient, c'est quand on a toute cette panoplie de protéines, on peut avoir ce qu'on appelle des réactions néfastes. Vaccin, RNA et cette disease. Donc, ce sont des anticorps qu'on n'en a pas besoin. Ils sont là. La production nécessite au moins un laboratoire de niveau 3 biosécurité parce qu'on fait de la culture du virus. Alors, quels sont les vaccins candidats actuellement au 16 décembre? Il y a 7 vaccins candidats qui utilisent cette stratégie. Donc 4 sont déjà en phase 3. Je vous donne les Chinois Sinopharm et Sinovac, qui sont les 3 vaccins ou les 2 vaccins qui sont en phase 3 selon cette stratégie vaccin à virus inactivé. Alors, ce qu'il faut dire, on a les premiers résultats publiés sur le Lancet. Vous avez l'article ici qui vous montre la safety. Et par exemple, celui de Sinopharm, il s'appelle BBPB-CoV2. Donc, on voit la publication qui montre un peu qu'il faut 2 doses à intervalle, je me rappelle plus, 2 doses à intervalle peut-être 1 mois. Et vous avez les résultats de sécurité et d'efficacité. Alors, il a montré une bonne innocuité, une bonne immunogénicité. Vous avez les travaux ici. Donc, on utilise 2 doses de 8 microgrammes à J0 ou J21 ou J28. Et on peut utiliser ces 2 doses de 8 microgrammes qui ont donné le meilleur résultat par rapport à une seule dose. Donc, le protocole, c'est 2 doses de 8 microgrammes. Alors, pour les vaccins virus atténués, les vaccins vivants atténués sont dérivés du virus caractérisé par une perte du pouvoir pathogène. Là, c'est aussi une stratégie, on n'inactive pas, mais on essaie de diminuer, mais ça, c'est un peu plus dangereux. Il pourrait être administré par voie intranasale et donc induire une immunité des muqueuses. Et le gros problème aussi, c'est toujours les vaccins et cette disease. On peut avoir des problèmes d'anticorps qui sont produits ou des risques de réversion parce qu'on l'inactive, on l'atténue plutôt. Donc, on a des problèmes de réversion du virus. Ça aussi, c'est un peu dangereux. Il n'y a pas de vaccin actuellement candidat qui sont en phase 3. Il y a un seul vaccin candidat qui est en phase 1. Alors, pour les vaccins protéiques recombinants, on utilise le vaccin protéique recombinant, sont produits par Génie Génétique.
On le sait. Et par exemple, les deux principales cibles utilisées, c'est la protéine S ou le domaine RBD de tout à l'heure. L'avantage, c'est de stimuler le système immunitaire plus ciblé, on a une meilleure tolérance et on a une meilleure connaissance sur cette manière de vacciner. Les inconvénients, c'est la difficulté de produire donc ces sous-unités protéiques parce qu'elles sont combinantes, elles coûtent cher et elles ne donnent pas la totalité, la complexité de l'antigène. Donc, on perd un peu de la conformation et il faut toujours adjoindre des adjuvants pour booster ce type de vaccination. Alors, ce qu'il y a actuellement sur le marché, il y a un seul candidat vaccin, c'est le Novavax, qui est en phase 3, qui utilise en phase 3, donc il y a une panoplie, mais celui qui a bien avancé en phase 3, c'est le Novavax. Les résultats sont encourageants aussi. Il y a pas malheureusement, il y a une publication sur New England Journal of Medicine qui est sortie, qui montre un peu l'efficacité de ce type de vaccin, donc une bonne tolérance. Il y a eu des réactions locales légères et transitoires avec ce Novavax, des effets systémiques bénins, mais il y a eu quand même des résultats publiés sur le NEJM qui montrent un peu le safety, l'efficacité de ce type de vaccin. Alors, l'immunogénicité, voilà, on voit une réponse, une très bonne réponse immunitaire. On le voit ici, anti-spike, contre les protéines spike, qu'elles soient humorales ou cellulaires. Voilà, l'immunogénicité de la réponse cellulaire, on le voit ici. J'avance. Alors maintenant, les vaccins particules virus-like. Là, je passe rapidement. Il n'y a pas de candidat en phase 3. Quoiqu'il y a un Américain qui arrive, mais on n'a pas beaucoup de résultats sur ce type de vaccin. J'arrive aux acides nucléiques. Voilà. La nouveauté, maintenant, c'est le vaccin ADN. Donc, on met de l'ADN plasmidique dans lequel on incorpore le gène de l'antigène d'intérêt. On produit, la production peut se faire à large échelle et on utilise le gène, l'ADN qui coderait pour cette protéine SPAC et on peut booster un peu l'introduction de cet ADN par électroporation pour augmenter la perméabilité de les cellules pour pouvoir faire entrer l'antigène. Alors, l'avantage, on induit de fortes réponses humorales et cellulaires, la stabilité très élevée de l'ADN plasmique, mais on a aussi une possibilité de produire à large échelle ce type d'ADN. Le problème, c'est qu'on n'a pas assez de recul, on n'a pas beaucoup de recul. C'est une nouvelle approche. L'innocuité et l'efficacité de ce type de vaccin chez l'homme reste mal connue et le processus d'incorporation pourrait compliquer un peu cette problématique. Alors, il n'y a pas beaucoup de vaccins ADN actuellement qui sont en développement. Il y en a quelques-uns. Il n'y a qu'un seul candidat qui est en phase 3, mais on ne connaît pas beaucoup les résultats. J'y arrive là où il y a beaucoup de résultats, c'est les vaccins ARN. Et on a une vaccination, la FDA a approuvé, les instances européennes ont approuvé. En Europe, on a commencé les vaccins ARN. Alors, les vaccins ARN, c'est l'ARN messager. Donc, en fait, cet ARN messager code pour la protéine antigénique, par exemple pour la protéine spike. On a l'ARN messager, mais généralement, c'est pas un ARN messager nu, mais on le met dans des vecteurs. Généralement, ce sont des nanoparticules lipidiques. Donc, c'est une alternative prometteuse par rapport au vaccin conventionnel. Donc, ça permet de développer rapidement ce type de vaccin. Le coût est faible et c'est vraiment une stratégie vaccinale prometteuse, que ce soit en infectiologie, en cancérologie, en allergologie, dans les maladies auto-immunes. C'est vraiment le futur de la vaccination au sens large du terme. Bien sûr, l'inconvénient, c'est une nouvelle approche. Il nous faut du temps pour comprendre un peu ce qui se passe quand on injecte ce type de produit. Généralement, généralement, ce qu'on connaît sur les bases physiologiques, l'ARN messager est une molécule très, très instable. Une fois transcrite au niveau du ribosome, elle sera dégradée. Il n'y a aucun souci. Mais il faut avoir du temps il faut un certain recul pour pouvoir assurer tout ça. Alors, les vaccins ARN, je vous parle, bien sûr, tout le monde les connaît. En phase 3, nous avons 2 candidats. Un produit par une firme américaine Pfizer en association avec une société allemande, donc Pfizer-BioNTech, et un autre vaccin ARN, c'est le vaccin, j'ai oublié, Moderna, américain, qui sont à peu près au même niveau. À la différence, juste Pfizer, le gros problème, c'est le stockage, qui est à moins 70-90 degrés. Par contre, celui de Moderna, il est à moins 40, moins 20, et on peut le garder 1 mois à 2-8 degrés. Voilà un peu l'avantage du Moderna par rapport au celui de Pfizer. Maintenant, il y a 2 publications de phase 3 pour ces 2 vaccins, rapidement, qui ont montré l'efficacité aux environs de 90%. Bien sûr, il y a des réactions, au point d'injection, des rougeurs, il y a eu quelques cas systémiques, mais pour le moment, les données sont les données de safety sont très rassurantes et les données d'efficacité aussi. La production des effecteurs, qu'ils soient humoraux ou cellulaires, sont très, très bien avec ces 2 vaccins de type ARN. Je passe un peu la safety et l'immunogénicité des vaccins ARN. Pour les vaccins utilisant les vecteurs, alors là,
je vous parle, il y a plusieurs stratégies, mais ce qui est intéressant, c'est d'utiliser des vecteurs non réplicatifs. On peut utiliser plusieurs types de virus, mais le plus utilisé actuellement, c'est l'adénovirus. Et cet adénovirus, alors le gros souci, c'est qu'il faudrait, parce qu'on a des effecteurs anti-adénovirus, surtout si c'est des adénovirus d'origine humaine, donc on peut neutraliser. Donc certains fabricants sont allés voir sur des adénovirus d'origine animale pour éviter qu'il y ait des réponses immunitaires anti-adénovirus. Donc quel est l'avantage d'utiliser des vaccins de ce type? Donc, on induit de fortes réponses immunitaires, donc qu'elles soient humorales ou cellulaires. L'activité adjuvante vis-à-vis de l'antigène, on n'en a pas besoin parce que c'est le vecteur lui-même, l'adénovirus, qui ramène cette activité adjuvante. On peut produire à grande échelle ce type-là. Certains vecteurs réplicatifs au niveau des muqueuses nous donner une immunité anti-muqueuse, c'est-à-dire au niveau du MALT, le système lymphoïde associé aux muqueuses. Les inconvénients, c'est que cette immunité contre vecteur, on la maîtrise pas très bien. Est-ce qu'il y a une pré-exposition naturelle au départ? Est-ce qu'on a une réponse immunitaire qui va neutraliser ce vecteur? C'est pour ça que certains fabricants, je l'ai dit, pour résoudre ce problème, ils n'ont pas utilisé des virus, humains d'origine qui peuvent infecter l'humain, mais vraiment des adénovirus d'origine animale. On le voit, je vais vous parler. Donc, il y a 15 vaccins anti-SARS-CoV-2 qui utilisent un peu le vecteur adénovirus en général. Il y a au moins 4 qui sont en phase 3 en développement. Et je vous parle de l'AstraZeneca, qui est un peu le plus avancé, qu'on appelle le ChAdOx, parce qu'ils ont utilisé l'adénovirus du chimpanzé. Et là, on a des données de safety et d'efficacité qui sont publiées, qui sont très intéressants. Ils ont publié dans The Lancet, ils ont un petit problème de dose qui était inexpliqué. Je pense que récemment, il y a 24 ou 48 heures, ils ont revu la formulation, ils ont réglé le problème de dose pour donner une efficacité à 90%. Ça c'est des données d'innocuité, donc il y a des douleurs sensibles au point d'injection, la fatigue. Ce sont des effets qu'on retrouve avec tous les vaccins. Innocuité, l'immunogénicité est bonne, elle a été améliorée. La réponse immunitaire cellulaire, elle est très importante. L'efficacité aussi. Alors, ce que je voudrais vous dire, qu'il y a un autre vaccin aussi qui utilise le adénovirus, c'est celui de Gamaleya russe, qui a à peu près les mêmes caractéristiques que celui d'AstraZeneca. Je termine. Ce tableau résume les 4 ou 6 vaccins actuellement qui sont sur le marché, sur le plan conservation, nombre de doses, la réponse immunitaire qui est donnée et l'efficacité. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.